Monsieur Baudry, vous êtes allé vous-même dans l'espace il y a quelques mois. Dites-nous d'abord vos premières impressions de cette tragédie de ce matin. Bien, tout d'abord, c'est une grande tristesse, bien sûr, parce que ce sont des amis que l'on a perdus et j'en connaissais très très bien la plupart d'entre eux. Et c'est évidemment un gros coup dur et une catastrophe. Et je crois que tout le monde, ça a frappé et bouleversé tout le monde, non seulement aux États-Unis, mais en France, au Canada et dans d'autres pays. Car je crois que ceux qui travaillent dans l'espace et pour l'espace concernent chacun d'entre nous. Et donc c'est réellement très triste. Est-ce que vous êtes surpris qu'il y ait un accident comme celui-là? Oui, un accident, c'est toujours une surprise. Vous savez que la navette, le système navette, est certainement un des systèmes les plus fiables qui existent, mais c'est également un des systèmes les plus complexes et les plus extraordinaires qui existent. Et donc, vous pouvez absolument tout prévoir, vous pouvez travailler chacun des paramètres comme sait le faire la NASA avec une perfection absolue, mais malheureusement, il peut se glisser des choses tout à fait inattendues et imprévues, et c'est ce qui a dû se passer. Et à ce moment-là, vous vous trouvez un petit peu désarmé. J'imagine que vous avez, puisque vous êtes allé dans l'espace, cette pensée d'avoir un accident vous a déjà effleuré l'esprit. Est-ce que vous aviez peur? Est-ce que cela vous a déjà fait peur? Non, vous savez, que ce soit les astronautes ou les pilotes, d'une manière générale, on pense à ce genre de risque avant de choisir son métier. Ensuite, on étudie l'engin, on travaille avec les équipes qui le préparent, et il y a réellement un sentiment de confiance absolue, heureusement. Donc lorsque vous partez en vol, vous pensez avant tout à votre vol et à ce que vous devez faire pendant chaque phase du vol. Donc vous ne pensez absolument pas à l'accident, ce n'est ni le jour ni l'heure. Est-ce que les astronautes ce matin, à votre avis, ont eu le temps d'avoir peur? Ont eu le temps, quelques secondes peut-être, de voir qu'il y avait quelque chose d'horrible qui s'en venait? Oui, je crois que lorsque quelque chose de ce genre se produit, c'est la même chose d'ailleurs en avion, vous avez quand même le temps, même si vous avez un dixième de seconde ou une petite seconde, vous avez largement le temps de vous rendre compte de ce qui se passe. Mais cela, c'est très très rapide et en fait, ça change absolument rien car à cette altitude et avec une explosion de ce genre, de toute façon, tout est fini très très vite. Est-ce qu'on vous prépare à cela, à la NASA? Est-ce qu'on vous prépare à de telles éventualités en cours d'entraînement à la NASA? En cours d'entraînement, vous envisagez absolument toutes les phases et toutes les possibilités de problèmes, de panne technique pendant toute la mise en orbite notamment. Mais normalement, pendant les 2 premières minutes, vous êtes entièrement dépendant du fonctionnement des boosters. Et ces boosters ont une fiabilité absolue. Donc cet accident, pour moi, est incompréhensible. Et en tous les cas, je ne mettrai... Donc, vraiment, le moindre doute ne m'effleure pas quant à la préparation du véhicule et quant à son contrôle. Je crois qu'on est confronté à quelque chose qui était absolument imprévisible. Alors pendant les 2 premières... de la mise en orbite, à chaque instant, vous avez une procédure en cas de problème. Mais pendant les 2 premières minutes, les boosters latéraux fonctionnent, vous ne pouvez pas les arrêter. Ce n'est qu'à partir de leur largage que vous pouvez être amené à ramener la navette au sol. Et là, vous étudiez tous les cas de panne de l'un, 2 ou 3 des moteurs. Il n'y a pas évidemment encore de précision apportée par la NASA. Puis-je vous demander si vous pensez que c'est une erreur humaine ou une défectuosité technique qui a provoqué l'accident de ce matin? J'exclus complètement l'erreur humaine parce que pour avoir travaillé avec les techniciens de la NASA, je peux vous affirmer que ce sont réellement de grands professionnels, non seulement les astronautes bien entendu, mais également tous les techniciens que j'ai rencontrés, autant à Houston au centre d'entraînement qu'à Kennedy sur le site de lancement. Donc ça, je l'exclus et réellement, vous savez qu'un engin comme la navette, ça se prépare d'une manière extrêmement sérieuse, extrêmement minutieuse. Pour moi, ça n'aura aucune chance de voler, car c'est vraiment un engin très en avance sur ce qui se fait actuellement, et il ne peut pas y avoir d'erreur humaine. Par contre, disons des imperfections techniques sur une pièce ou sur quelque chose, bon, on a beau tout contrôler, il peut y avoir des choses tout à fait imprévues, imprévisibles. Mais il semble aussi, quand on regarde l'histoire de la navette spatiale, il y a eu tellement de retards dans les départs précédents. Il y a souvent eu des retards de plusieurs semaines. Le vôtre, vous deviez partir en février 85 à bord de Challenger, et vous êtes parti finalement sur Discovery en juin.
Oui. Alors, est-ce qu'on ne peut pas penser à une erreur humaine, peut-être? Non, Il y a justement, souvent des problèmes. Je crois qu'il ne faut pas du tout interpréter ça comme ça, bien au contraire. Je crois que tous ces retards sont la meilleure preuve que la NASA ne fait absolument aucune impasse sur la sécurité. Car j'ai vu déjà retarder des vols ou même annuler des vols pour des problèmes. Cette entrevue vous paraît peut-être se terminer un peu abruptement. En effet, malheureusement, nous avons perdu la communication satellite avec Bordeaux en plein milieu de l'entrevue. Il me restait même quelques questions à poser à M. Baudry. Mais cela a dû se produire bien souvent aujourd'hui. Toute l'Europe cherchait à communiquer avec l'Amérique. Un deuxième point de vue, donc, celui d'un chroniqueur scientifique, Jean-Marc Carpentier. Bonsoir, Jean-Marc. Bonsoir. Vous suivez depuis le début le programme des navettes spatiales américaines. Vous avez même assisté au premier lancement de TOUS en 81. Ce qui nous surprend, nous les profanes, c'est qu'on a déjà vu des lancements avortés à peine une seconde du départ. Oui, parce qu'à ce moment-là, il y avait eu des signaux qui indiquaient qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait mal. Il semble qu'ici, tout fonctionnait très, très bien jusqu'au moment de la catastrophe. Revoyons le départ. Oui, alors tout fonctionnait très bien. Les moteurs principaux se sont allumés. Ce sont les 3 moteurs qu'on voit ici. Ils contribuent pour environ 25% de la poussée. Ensuite, on donne le OK final. Et là, c'est les 2 moteurs blancs, les 2 fusées d'appoint qui s'allument. De chaque côté. Oui, celles-ci sont très, très, très puissantes. Elles donnent la majeure partie de la force. Par contre, on ne peut pas les arrêter. On voit ici qu'on amorce un tonneau pour s'orienter vers l'orbite. C'est tout à fait normal. Les fusées doivent fonctionner pendant environ 2 minutes. Après ça, elles vont se détacher, être récupérées, réutilisées, alors que les autres moteurs vont fonctionner pendant 6 à 8 minutes. Alors, c'est ce qui s'est produit. Normalement, tout allait très, très bien. Mais il y a des gens qui ont dit qu'ils ont vu la navette comme ralentir après le décollage. Ce qui s'est produit est sans doute normal, c'est qu'à un moment donné, on diminue la puissance des moteurs principaux à environ 65% pour éviter que la pression monte trop, parce qu'on est dans l'atmosphère, on va très vite. Et lorsqu'on dépasse les couches denses de l'atmosphère, on peut monter la puissance à 100% de la puissance, donc, 104% même. Pendant les premiers 30 000 pieds, C'est ça, pendant les premiers on réduit minutes. la pression. Oui. Et ce n'est qu'une fois dépassé la couche atmosphérique qu'on met toute la gomme à ce moment-là, et là, la puissance est au toute maximum. la gomme qu'on peut commander de la navette. Oui, c'est ça, parce qu'à ce moment-là, on contrôle les moteurs principaux et non pas les fusées qui, elles, brûlent de la même façon. Ouais. Alors, c'est ce qui s'est produit. Ces fusées-là, après avoir fonctionné 1 minute 15 secondes Alors là, environ, on vient de donner l'ordre d'y aller plein gaz. voilà. Et là, on l'accident s'aperçoit qu'il y a un petit problème derrière le réservoir principal, semble-t-il, dans l'autre fusée d'appoint, et c'est cette déflagration-là qui est transmise au réservoir qui contient des centaines de milliers de litres d'hydrogène et d'oxygène liquide. Et c'est le réservoir principal qui s'allume à ce moment-là, lui, dans une explosion qui est excessivement puissante et qui va détruire la navette, parce qu'on sait que la navette voyage à ce moment-là à 3200 km/h et qu'elle fait face à des stress, des contraintes qui sont énormes. Donc, la puissance de l'explosion fait que la navette est détruite instantanément. Alors, c'est probablement la fusée d'appoint gauche semble-t-il, qui a enflammé finalement le réservoir principal. Oui, ça ne serait pas une surprise parce qu'il y avait déjà eu des problèmes avec ces fusées d'appoint-là. Ah oui? Oui, au mois d'août, par exemple, 1983, on avait récupéré les fusées comme prévu et lorsqu'on a analysé la fusée, on s'est rendu compte qu'une des fusées, sa couche de protection intérieure qui protège contre la flamme, la structure, elle était rendue à quelques millimètres seulement d'épaisseur et on s'est dit à ce moment-là quelques secondes de plus et c'était l'explosion. C'est peut-être qui s'est produit cette fois-ci. L'analyse va le montrer. Mais est-ce que l'analyse va le montrer? Est-ce que la NASA enregistre tout ce qui se passe suffisamment pour être sûr de découvrir la cause de tous les cet systèmes accident? sont branchés au sol en temps réel. Ça veut dire le débit d'une pompe, la température d'un conduit, la vitesse de rotation d'un moteur, les systèmes électroniques, les ordinateurs, tout ça est branché en temps réel au sol et il reste maintenant justement à analyser ces données-là qui ont été recueillies jusqu'à la toute dernière seconde, justement avant la catastrophe. Vous êtes d'accord avec M. Baudry qui élimine toute erreur humaine? Semble-t-il, parce que les contrôles de sécurité sont vraiment très, très rigoureux. On double, on vérifie tout ça et normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Le programme des navettes spatiales est très spectaculaire, mais il ne va pas très bien. L'impression qu'on a, c'est qu'il y a toujours des retards, qu'à chaque fois qu'il doit y avoir un départ... Effectivement, ce vol-ci est un exemple. Le vol précédent qui a été retardé 7-8 fois, qui a même été retardé pour rentrer, ça s'est produit tout au long du programme et on avait prévu au début, lorsqu'on a planifié ce programme-là à la fin des années 70, on prévoyait qu'en 84-85, on ferait 50-60 missions par année. On prévoyait que ces missions-là ne coûteraient qu'environ 30 ou 40 millions chacune. Actuellement, on a peine à faire plus que 8, 9 ou 10 missions dans une année et ces missions-là coûtent plus de 200 millions de dollars. 200 millions à chaque fois qu'on envoie... À chaque fois qu'on envoie la navette, donc c'est énorme, c'est nécessairement à perte qu'on le fait à chaque fois. Donc, ce matin, on a perdu, en termes d'argent seulement... On a perdu une navette, 1,2 milliard, on a perdu une cargaison, une mission, ça veut dire un autre 200 millions, et on a perdu un équipage, et on a peut-être perdu aussi beaucoup de prestige.
Et donc, c'est pas très rentable, le programme des navettes, au strict plan économique. Non, parce que c'est très, très coûteux. L'explication qu'on donne maintenant, c'est de dire, est-ce que cette technologie-là qui est fantastique, est-ce qu'elle ne serait pas trop compliquée? Est-ce que ça ne serait pas comme de livrer du pain avec une Ferrari, finalement? Est-ce que c'est pas une technologie qui est hors d'atteinte? Est-ce qu'on ne devrait pas faire comme les Européens, utiliser des bonnes fusées traditionnelles, comme les Russes qui font exactement la même chose et qui ont un programme spatial très dynamique? Quelles sont, à votre avis, les conséquences de la catastrophe de ce matin? Tout d'abord, je pense que la première conséquence, c'est la crédibilité du système au complet. Je ne crois pas qu'il soit question d'abandonner maintenant parce qu'on est trop avancé, mais il y a une crédibilité de la technologie qui est vraiment remise en cause. Mais jusqu'à maintenant, c'était un programme commercial, mais on voulait aussi en faire un programme militaire. Oui, les applications militaires sont très importantes, mais les militaires ont été les premiers à déchanter parce que pour les militaires, c'est très important d'avoir un système de lancement qui est très flexible et qui peut, à 1 heure, 2 heures, une demi-journée d'avis, envoyer un satellite pour voir ce qui se passe en Libye, pour voir ce qui se passe en Afghanistan. Actuellement, la navette ne peut pas leur donner cette flexibilité-là. Ils sont très mécontents et la navette pourra encore moins leur donner la flexibilité avec 3 appareils seulement, alors qu'on en avait prévu 4. S'il y a un problème technique sur un autre appareil, comment est-ce qu'on va faire pour lancer les satellites? Et là-dessus, les militaires voudraient revenir à des lanceurs traditionnels. Donc, non seulement le programme n'est plus aussi sûr, mais il risque de prendre davantage de retard encore, étant donné qu'il manque une navette. On n'en construit pas tous les jours. Effectivement, et le coût de fabriquer une autre navette, c'est encore plus d'1 milliard, 1,5 milliard environ, et puis ça prend du temps. Et est-ce qu'elle va être fiable? Et enfin, c'est tous les problèmes de cette technologie-là qui est encore une fois très compliquée. Je sais que c'est un peu gênant de parler de ça aujourd'hui, à ce moment-ci, alors qu'il y a 7 morts dans l'espace. Mais est-ce que les autres programmes, Ariane par exemple, ne deviennent pas plus rentables à ce moment-là? Et des moyens beaucoup plus sûrs et plus faciles, moins coûteux aussi. Oui, pour faire certaines choses. Pour lancer les satellites, il ne fait aucun doute qu'un système simple comme Ariane est beaucoup plus performant que la navette. Parce qu'on n'a pas besoin de monter des personnes, qu'on n'a pas besoin d'une technologie aussi compliquée pour lancer les satellites. Pour faire de l'observation terrestre, pour faire de l'observation militaire, pour monter, pour construire une station orbitale, il est évident que la navette a certains avantages. Mais le système que les Européens développent, les Soviétiques développent, c'est-à-dire des systèmes un peu intermédiaires entre une navette et une fusée conventionnelle, semble être plus fiable parce que moins complexe sur le plan technologique. Donc, conséquences scientifiques également de cette tragédie. Oui, à cause des coûts, parce qu'on sait, on a vu la semaine dernière les images très spectaculaires de la sonde Voyageur, les images envoyées de la planète Uranus. Il ne faut pas oublier que cette sonde-là a été lancée en 1977 et que ça a été le dernier programme scientifique d'exploration planétaire majeur des Américains. Depuis ce temps-là, on a tout coupé les programmes au point de vue financier parce que tout l'argent va du côté de la navette, alors que les Soviétiques continuent d'envoyer des sondes vers la comète de Halley, vers la planète Vénus, afin d'avoir une activité scientifique importante. Et puis, est-ce que ça ne remet pas en question tout le programme éventuel de station orbitale que devaient aller construire des navettes petit à petit? Oui, c'est évidemment, remettre en question, c'est peut-être un grand mot, mais il est évident que cette technologie-là ne saurait être développée sans une navette spatiale, plusieurs navettes spatiales qu'on peut utiliser à profusion, qu'on peut utiliser économiquement avec une certaine sécurité. Et lorsque la station orbitale sera construite, on va avoir besoin de navettes pour y aller et revenir sur une base régulière. Donc, il faut que le système de communication, de transport par la navette soit éprouvé et fiable avant de penser faire une station orbitale qui va jouer véritablement un rôle dans l'espace. Et par conséquent, l'initiative de défense stratégique du président Reagan en prend un coup aujourd'hui. Oui, tout ça se tient parce que pour monter des lasers surpuissants, très puissants dans l'espace, pour monter des satellites d'espionnage, pour monter toute la technologie qui est censée protéger le territoire américain, il faut des navettes. Et ça remet une question beaucoup plus fondamentale en perspective, c'est celle de dire, si on n'est pas capable de lancer une navette instantanément quand on veut à une journée d'avis, est-ce qu'on est capable de bloquer des missiles qui s'en viennent par dizaines du RSS avec 15 minutes pour le faire? Et là-dessus, sur le plan stratégique, au niveau des ordinateurs, au niveau des systèmes, il y a de plus en plus de doutes que ce soit possible de réagir en temps réel sur une attaque nucléaire. Est-ce que, pour parler des conséquences politiques en terminant, le Congrès américain va commencer à remettre en question, à votre avis, ce programme qui coûte une fortune aux Américains? Les Américains ne peuvent pratiquement pas le remettre en question parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Ils n'ont pas de fusées conventionnelles, sauf les fusées Delta qui fonctionnent très bien pour lancer des satellites, mais qui ne peuvent transporter des humains. Donc, il faut que les Américains continuent d'aller dans l'espace avec des astronautes. Ils ne peuvent pas oublier un lanceur comme la navette avant d'avoir une alternative. Et cette alternative-là, technologiquement, il n'existe pas pour l'instant. Alors, ils devront cependant être plus prudents, j'imagine, qu'avant le prochain lancement. Oui, et surtout essayer de comprendre véritablement ce qui s'est passé pour en tirer des conclusions. Est-ce qu'on devrait savoir ça rapidement? Théoriquement, je crois que la NASA va être à même de savoir véritablement ce qui s'est passé dans quelques heures. Et j'ai l'impression que déjà, on en a une très bonne idée. Merci beaucoup, Jean-Marc Carpentier. C'est tout le temps que nous avons, malheureusement. Bonsoir. Bonsoir.